Hello and welcome to another episode of Indian. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais, au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi enseigne à l'université de Téhéran, en Iran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Welcome back to India and Global Left. Merci beaucoup d'Alazang Yutho. Melesmer Player Plandis. I wanted to start with what happened. Je voulais commencer par ce qui s'est passé en Syrie cette semaine. Il semble y avoir deux événements principaux. Le premier est les affrontements entre les Bédouins et les Druzes dans la province de Soueïda, et le second est le bombardement israélien de Damas et d'autres régions. Quelles sont vos impressions sur ce qui s'est passé cette semaine en Syrie? What has happened over the week in Syria? From the very beginning, Operation Timber Dès le début, l'opération Timber Sycamore visait à fragmenter la Syrie. C'est un objectif de longue date du régime israélien, des sionistes et des néoconservateurs. En soutenant les groupes takfiri les plus extrêmes, les groupes salafistes, wahhabites takfiri, ce projet a été poussé en avant, car des individus comme Jolani ou Shara ne peuvent jamais tolérer les autres. D'autres sectes, d'autres religions, d'autres personnes avec des idéologies différentes. C'est ainsi que ces groupes takfiri se sont toujours comportés, que ce soit l'OI en Syrie et en Irak, comme nous l'avons vu ces 13 ou 14 dernières années, ou en Afghanistan ou ailleurs. L'accent a donc toujours été mis sur le soutien aux groupes les plus extrêmes. on supporting the most extreme groups. And you have to remember, Qatar. Et il faut se rappeler que le Qatar, qui possède Al Jazeera et finance de nombreuses chaînes de télévision, médias et de nombreuses institutions culturelles et religieuses, est un régime wahhabite. La plus grande mosquée du Qatar est la mosquée Muhammad ibn Abdul Wahhab. L'objectif, dès le départ, était donc d'aider ces groupes. Lorsque ces groupes arrivent au pouvoir, ce que nous voyons aujourd'hui dans le sud de la Syrie, ou ce que nous avons vu sur la côte quelques mois plus tôt, n'est que la suite logique. Aucun autre résultat ne devait être attendu. Les Américains savaient que cela arriverait. Les pays voisins qui ont soutenu la destruction de la Syrie savaient que cela arriverait, mais ils voulaient tous leur part du gâteau. Ainsi, lorsqu'un régime takfiri prend le pouvoir à Damas, cela va automatiquement repousser les Druzes, les chrétiens, les Kurdes, les Alaouites et d'autres communautés. And others away. They're going to feel threatened. They're going to be threatened. Ils vont se sentir menacés. Ils vont être menacés. Nous avons vu ces derniers mois comment les Alaouites en particulier ont été massacrés, leurs femmes enlevées et réduites en esclavage sexuel. Et maintenant nous voyons cela se produire dans le sud, notamment à Soueïda. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a un régime takfiri à Damas? Certains éléments au sein de ces communautés, qui sont traîtres ou naïfs ou désespérés, penchent ou se tournent vers des puissances étrangères, des régimes étrangers, et cherchent leur soutien. Ainsi, certains Druzes ont été assez imprudents pour chercher le soutien du régime israélien. Certains, bien sûr, étaient des traîtres, et cela a provoqué une réaction au sein du reste de la société syrienne. Et bien sûr, les takfiris ont accusé tous les Druzes, parce que c'est dans leur nature. Blamed all the Druze because that's who they are. That's what they stand for. So now you have C'est ce qu'ils défendent. tribal groups. Donc maintenant, vous avez ces groupes tribaux, à la demande du régime, qui se déplacent pour commettre des massacres. Footage of them Vous voyez des images d'eux, non seulement en train de massacrer des gens, thinking about he's going to give the mais l'un d'eux parle aussi de comment il va offrir la première femme druze à une autre personne comme cadeau. Vous entendez ce genre de langage. Cela ne signifie pas que tous ceux qui sont impliqués sont des takfiris et des extrémistes. Mais cela montre que lorsque le centre du pouvoir est salafiste takfiri, c'est le résultat final. C'est exactement ce que voulait le régime israélien.
Le régime israélien veut que le régime de Damas s'en prenne aux Alaouites, aux chrétiens, aux Druzes, aux Kurdes. Cela sert leurs intérêts, car ils veulent balkaniser la Syrie. It suits their purpose because they want to balkanize Syria. So Ashara or Jolani is the best person. Donc, Ashara ou Jolani est la meilleure personne pour provoquer la destruction de la Syrie. Désormais, la compétition en Syrie se joue entre Netanyahou et Erdogan. Tous deux veulent leur part du gâteau. Mais bien sûr, Erdogan n'est pas en position de rivaliser avec Netanyahou. Erdogan fait partie du camp américain. Il est lié à l'Occident. L'Occident choisira toujours Israël et le régime israélien plutôt que la Turquie et Erdogan. Donc il est clair qui aura le dessus dans ces circonstances. Et bien sûr, il est aussi assez stupéfiant que, même si nous ne devrions pas être surpris ou stupéfaits, mais c'est, vous savez, juste de voir comment le régime israélien bombarde le palais présidentiel et le ministère de la Défense en particulier, de manière aussi brutale, avec des frappes aussi lourdes, devant un public mondial, sans provocation. In front of a global audience, unprovoked. So Jolani, who had basically Donc, Jolani, qui avait en quelque sorte prêté allégeance, cherchait à établir d'excellentes relations et de bonnes relations avec Netanyahou. Il lui a envoyé des messages en disant « Nos seuls ennemis sont l'Iran et le Hezbollah », sous-entendant en somme « Toi et moi avons les mêmes ennemis ». Et il a mené des négociations avec eux, par l'intermédiaire des Turcs, comme les Turcs l'ont reconnu, la plus récente ayant eu lieu à Bakou, un autre allié de Netanyahou. Après ces négociations, après avoir envoyé tous ces messages, après avoir prêté allégeance, les Israéliens bombardent Damas. Personnellement, je pense que le régime israélien a piégé Ashara en lui donnant le feu vert, les Israéliens et les Américains, le feu vert pour déplacer ses forces vers le sud, puis pour bombarder Damas. for them to bomb Damascus. So this talk of a misunderstanding. Donc tout ce discours sur le malentendu et sur le fait que, vous savez, le malentendu que les Américains disent avoir eu lieu et que les Syriens auraient mal compris ce que l'autre partie disait, je n'y crois pas. Je pense que Netanyahou envoyait un message. Il disait à la région qu'Ashara devait se soumettre à lui. Il devait être soumis. C'est essentiellement ce qui s'est passé. Cela me rappelle un peu la façon dont l'ambassadeur américain, et j'ai lu cela quelque part, quelqu'un nous a aussi rappelé que l'ambassadeur américain en Irak avait en gros donné à Saddam Hussein le feu vert pour envahir le Koweït. Et ensuite, on nous a tous dit qu'il s'agissait d'un malentendu. We were all told that this was a misunderstanding. These misunderstandings apparently happen quite often. Ces malentendus semblent apparemment se produire assez souvent dans notre région du monde. Mais je pense que dans ce cas précis, sur ce deuxième point que j'ai soulevé concernant le bombardement de Damas, il s'agit d'une erreur de calcul. Parce que ce que fait Netanyahou, c'est vraiment dire au reste de la région que peu importe à quel point vous êtes soumis, peu importe à quel point vous êtes amicaux, vous savez, la Turquie transporte du pétrole, fait du commerce, a des vols directs, ils ont une ambassade, la Jordanie aussi, ils ont des échanges et des affaires. L'Égypte, le Qatar, en gros, tous regardent cela se produire. Et ils doivent se dire que peu importe à quel point vous devenez amicaux avec Netanyahou et le régime israélien, peu importe à quel point vous les tolérez, peu importe à quel point vous restez silencieux, vous restez en danger. You're still in danger. They can bomb you, attack you, undermine you without Ils peuvent vous bombarder, anytime that they want. vous attaquer, vous saper sans provocation, à tout moment s'ils le souhaitent. À mon avis, l'attaque non provoquée contre Damas a été une grave erreur du régime israélien. Cela va certainement susciter des inquiétudes parmi les acteurs régionaux. Mais en ce qui concerne les massacres qui ont lieu à Souaïda, tout comme sur la côte avec les Alaouites, tout comme les attentats suicides dans les églises chrétiennes, tout comme les combats avec les Kurdes, cela a toujours été l'intention. Lorsque vous amenez des extrémistes takfiri au pouvoir, lorsque vous mettez au pouvoir les terroristes salafistes et wahhabites, Daesh, Al-Qaïda et leurs affiliés, cela va se produire. Et c'est quelque chose que nous avions toujours prédit.
Je pense que, peut-être, il y a quelques mois, après la chute de la Syrie, nous en avions discuté. Cela ne va pas bien se terminer. Maybe months ago after the fall of Syria, we discussed this, that this is not going to end well. Do you think the Bedouins are Pensez-vous que les Bédouins, de manière générale, correspondent à ce que vous décrivez, les groupes salafistes extrémistes? Parce qu'en général, lorsqu'on lit l'histoire de l'Asie occidentale, les Bédouins sont présentés comme pluralistes. Ils ont une longue histoire d'influence issue de plusieurs traditions et d'attachement au pluralisme, etc. Mais dans ce cas précis, bien sûr, il y a des rapports faisant état d'intervention des forces gouvernementales aux côtés des Bédouins et de massacres de Druzes. Ont-ils été dépassés, ou plutôt pris en main, par une idéologie extrémiste? taken over rather by extremist ideology? First of all, it's complete chaos. And no one Tout d'abord, c'est le chaos total. Et personne ne sait vraiment exactement ce qui se passe. Mais je crois, d'après ce que j'entends de la part d'amis aussi bien en Syrie que dans les pays voisins, que les atrocités commises le sont principalement par les groupes takfiri, plus que par quiconque. Et ces groupes takfiri sont associés au régime. Les Bédouins, peu importe leur nombre ou leur région d'origine, ne sont pas organisés. Ils sont venus là parce qu'on leur a dit que des éléments parmi les Druzes, ou selon la propagande d'État, la propagande du régime syrien, que tous les Druzes étaient des traîtres et qu'ils collaboraient avec le régime israélien, ce qui est un mensonge. cooperating with the Israeli regime, which is a lie. Many of the Druze are completely opposed to the Israeli regime. Many of the Beaucoup de Druzes sont totalement opposés au régime israélien. De nombreux groupes ne veulent rien avoir à faire avec ce régime. Et maintenant, nous voyons comment ces takfiris mobilisent leurs partisans à travers le pays contre les Druzes. Sur les campus, il y a ces étudiants extrémistes qui disent « Nous n'allons plus permettre aux étudiants druzes d'étudier dans notre université ». Ils ont fait cela à Damas et à l'université de Damas, ainsi que dans d'autres universités. Ainsi le régime Assad, ce régime takfiri, contrôle le récit, pousse les gens vers l'extrémisme. It is pushing people towards extremism. But my understanding is that Mais d'après ce que je comprends, les atrocités sont principalement commises par des éléments liés au régime. Mais dans ce chaos, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Ils peuvent enlever des femmes, enlever des enfants, les vendre comme esclaves sexuels, les tuer et vendre leurs organes à des hôpitaux. Tout peut arriver sous ce régime qui est incapable ou refuse d'assurer la sécurité et qui, par son idéologie, favorise effectivement le chaos. Donc, nous ne savons vraiment pas qui est responsable et qui ne l'est pas, et il est probable que nous ne le saurons pas exactement une fois que tout cela sera terminé. Mais ce qui est clair, c'est que la Syrie a franchi une étape majeure vers la désintégration. Il semble y avoir une contradiction apparente entre la politique américaine en Syrie et la position israélienne en Syrie. Je me demande si vous accepteriez cela. Mais, pour les téléspectateurs, il est rapporté par Reuters et de nombreux autres médias que les États-Unis n'ont pas soutenu le bombardement de la Syrie. La raison étant qu'ils considèrent la Syrie comme un élément important dans la lutte contre l'axe de la résistance. Tandis qu'Israël a été très direct en affirmant vouloir contrôler tous les territoires depuis le plateau du Golan jusqu'aux montagnes druzes à l'est de la province de Soueïda. C'est ce genre de division qui est présenté dans les médias traditionnels. Acceptez-vous cette division entre les États-Unis et Israël? Je ne vois pas en quoi cela fait une différence. Nous avons entendu ce genre d'arguments ou de déclarations à plusieurs reprises au cours des 21 derniers mois. On nous dit que les États-Unis ont de profondes divergences avec le régime israélien sous Biden, puis sous Trump, à propos de Gaza ou d'autres questions. Everett sur Iran. Exactement, à propos de l'Iran.
Et il s'est avéré qu'il n'y avait aucune division, non seulement dans le cas de l'Iran, mais aussi dans celui de Gaza, aussi bien sous Biden que sous Trump. Donc, même s'il existe des divergences entre certains éléments du régime à Washington et le régime israélien, cela n'a aucun impact sur la politique. Les Israéliens feront ce qu'ils veulent. Ils ne seront pas condamnés, du moins pas d'une manière qui change quoi que ce soit. Les Européens peuvent les condamner, mais ils continueront à les aider. Donc cela ne fait vraiment aucune différence pour le régime de Tel Aviv. Ils bénéficieront du soutien de tout l'Occident. Malheureusement et tristement, les régimes régionaux continueront à se comporter de manière traîtresse, comme Erdogan, comme Abdullah en Jordanie, comme Mohamed Ben Zayed, et tous ceux, comme Aliyev, qui font du commerce et des affaires avec le régime. Ils poursuivront ces pratiques. À moins d'un changement de politique quelque part, nous ne devrions vraiment pas prendre au sérieux les affirmations faites par Reuters ou par qui que ce soit d'autre. En fait, je pense que cela ne fait que renforcer les Israéliens en prétendant que ces divergences existent, car les gens commencent alors à placer leurs espoirs dans une action qui n'aura jamais lieu de la part des États-Unis ou des régimes européens. Nous ne devrions accorder aucun crédit à ce que disent ces agences de presse. Je suis d'accord. Selon vous, quel serait l'impact de cela sur les Émiratis, les Qataris et l'Arabie saoudite en général? Parce qu'ils avaient énormément investi tout au long de la guerre civile qui a commencé après 2011. Bien sûr, la Turquie a pris le relais à la dernière minute et est devenue le principal parrain. Mais ces monarchies du Golfe avaient des intérêts bien ancrés dans ce projet. Maintenant, avec ce bombardement par Israël, cela mettrait-il en danger, disons, les accords d'Abraham, qui sont en quelque sorte une création des États-Unis pour rassembler tous les États réactionnaires d'Asie occidentale sous leur tutelle? Je veux dire, un des aspects de ce danger concerne la Palestine. Bien sûr, c'est tellement embarrassant pour eux qu'ils doivent se retirer temporairement. Mais la Syrie peut-elle devenir une autre raison pour laquelle les accords d'Abraham ne verraient pas le jour? Je pense que le Qatar et la Turquie, où Erdogan, ont investi le plus en Syrie, plus que quiconque. Le Qatar a joué un rôle clé dans le renversement du gouvernement en Libye, aux côtés d'autres dictatures riches en pétrole et en gaz de la région du Golfe Persique. Mais le Qatar a été très vocal et a utilisé Al Jazeera comme une arme pour mener à bien son projet, puis il s'est tourné vers la Syrie. L'Arabie saoudite a effectivement investi dans ce projet, tout comme les Émirats, mais ils se sont retirés par la suite. Et bien sûr, après l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman, il s'est éloigné des groupes wahhabites traditionnellement soutenus par l'Arabie saoudite, pour ses propres raisons. Mais le Qatar et la Turquie ont été au centre de tout cela. Et bien sûr, il y a eu des divisions et des divergences qui sont apparues après la chute des précédents gouvernements syriens entre l'Arabie saoudite et les Émirats, et la Turquie et le Qatar, car la Turquie et le Qatar soutiennent une idéologie très différente de celle des Émirats et de l'Arabie saoudite. Mais au final, Ashara et ses groupes takfiri ont été financés surtout par la Turquie et le Qatar. La plupart de l'argent venait du Qatar. En fait, le Qatar donne beaucoup d'argent à la Turquie. De nombreuses institutions de propagande turques sont financées par le Qatar. Je ne veux pas citer de nom, mais le Qatar finance beaucoup de choses qui se passent en Turquie. Ce projet Takfiri en Syrie est vraiment les deux entités qui ont eu le plus grand impact pour les amener au pouvoir dans notre région sont la Turquie, c'est-à-dire Erdogan, et le Qatar. Or, ce projet était un projet collectif, l'opération Timber Sycamore. Nous savons tous qu'Obama était derrière cela.
Nous savons que Jake Sullivan, le 12 janvier 2012, a dit « Al-Qaïda est de notre côté en Syrie ». Nous savons, et c'est un point intéressant, que parmi ces takfiris, certains s'en prennent maintenant à toute la population druze, en prétextant qu'elle a trahi la Syrie et qu'elle s'est rapprochée du régime israélien. Ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas vrai. Certains l'ont fait, mais d'autres non. Et certains d'entre eux, par peur et par désespoir, ont fait cela. Certains sont traîtres, mais d'autres, par peur et par désespoir, ont agi ainsi. Mais ces groupes takfiris ont été les premiers traîtres à la Syrie. Car indépendamment du soutien qu'ils ont reçu de pays étrangers, de l'OTAN, etc., ils ont également bénéficié du soutien du régime israélien. Daesh et Al-Qaïda contrôlaient tous deux la région située entre le gouvernement syrien et le régime israélien. Ils avaient des bases le long du Golan occupé, les hauteurs du Golan occupées par la Syrie. Et le régime israélien, et cela est bien documenté, les gens peuvent le vérifier, le régime israélien soignait les terroristes takfiris blessés dans ses hôpitaux, il leur fournissait des armes, il leur donnait de l'argent. Ils recevaient également, lorsque le gouvernement syrien attaquait leurs positions, le soutien du régime israélien par des frappes aériennes, de l'artillerie, des hélicoptères de combat et des bombardements. Ainsi, Asherah et son groupe bénéficiaient aussi du soutien du régime israélien. Si quelqu'un parmi les Druzes est un traître, alors Asherah a été un traître avant ces gens-là. Je ne pense pas qu'à ce stade, la Syrie, vous savez, parler des accords d'Abraham en ce moment, pour moi c'est essentiellement parler de poison. Tout régime, tout gouvernement, tout État qui penche aujourd'hui vers Israël ne fera que se délégitimer aux yeux de son propre peuple. Déjà, les populations de la région sont indignées par ce qui se passe et par l'inaction de leur propre gouvernement. Mais si les gouvernements vont dans la direction qui profite à Netanyahou à ce stade, je pense que leur capacité à gouverner leur propre peuple à l'avenir deviendra plus difficile. Oui, je suppose qu'une des raisons pour lesquelles les gens continuent de parler des accords d'Abraham, en dehors du fait que c'était la politique étrangère la plus agressivement poussée par Washington, ce qui, comme on le sait, a été mis en péril par ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est peut-être aussi parce que, d'un côté, Israël est allé tellement loin, dans l'extrême, que certains espèrent désormais que les monarchies du Golfe, qui ont une certaine influence sur Washington, et qui peuvent l'exercer si elles le souhaitent, pourront au moins ramener un peu de raison dans la région, même si personne ne se fait d'illusions sur ce qu'elles sont, tant sur le plan interne qu'externe. Mais le régime israélien est allé tellement loin que certains espèrent même une intervention du Qatar, par exemple. Le Qatar faisait partie de ces nombreux pays, entre 30 et 50, qui ont participé à la conférence de Bogota, où 12 pays, menés par la Colombie et l'Afrique du Sud, ont pris des mesures concrètes. Sanctions sur le transport maritime, le commerce des armes, le carburant, les biens à double usage, etc., contre Israël. De grands pays comme la Chine, le Brésil, l'Indonésie, etc., étaient présents. Je suppose que c'est l'une des raisons pour lesquelles certains espèrent, non pas qu'ils pensent que les accords d'Abraham sont une avancée progressiste. Je pense que la plupart des gens n'ont aucune illusion sur le fait qu'il s'agit de la politique la plus réactionnaire. Mais au moins, certains espèrent que ces pays pourraient avoir un certain levier sur Washington pour arrêter ce genre de menaces qu'Israël fait peser sur la région. Continuer à pilonner Gaza, décimer le sud du Liban, frapper le Yémen et menacer tous les 2 jours de relancer la guerre avec l'Iran ou d'entrer en Syrie. Eh bien, le Qatar accueille la base du CENTCOM et se trouve donc clairement dans le camp américain. Si les États-Unis demandaient demain au Qatar de fermer Al Jazeera,
il demanderait simplement assez de temps pour couper l'électricité. Il ne fait aucun doute que le régime de Doha n'est pas sincère dans son soutien au peuple palestinien. Tucker Carlson, il y a seulement quelques semaines dans l'une de ses émissions, a déclaré que la base américaine au Qatar, entièrement financée par le Qatar, non seulement ils ont offert cette base aux Américains, mais ils payent pour tout ce qui s'y passe. Mais Tucker Carlson a dit que cette base avait été créée pour défendre Israël. C'est l'objectif de la base, protéger le régime israélien. That's the objective of the base. It's to protect the Israeli regime. And if you recall, when the Americans were Et si vous vous souvenez, lorsque les Américains menaient la guerre au Yémen, le Qatar, par le biais de cette base aérienne, assistait les Américains dans l'assaut contre Ansarullah, les forces armées yéménites et le peuple du Yémen. Nous ne devrions donc pas prendre au sérieux tout ce qui vient de Doha. Ils n'ont apporté aucun véritable soutien ni financement à la résistance, et ils ont en réalité contribué à la défense du régime israélien. Car leurs systèmes radars, les systèmes radars que les Américains possèdent en Turquie, au Qatar et dans toute la région du Golfe Persique, ont été utilisés pour aider les Israéliens à se défendre contre les missiles et les drones iraniens, ainsi que contre les attaques offensives du régime israélien. Ils ont également été utilisés lorsque le régime israélien attaque l'Iran. Donc nous ne devrions pas prendre tout cela au sérieux. Imaginez cependant que ce levier existe hypothétiquement. Imaginez si Erdogan décidait miraculeusement d'arrêter cette trahison, d'arrêter de transporter du pétrole vers le régime israélien, de rompre les liens commerciaux et de couper les relations diplomatiques. Cela à lui seul créerait une dynamique et mettrait la pression sur d'autres pays pour qu'ils coupent leurs liens. Imaginez si les Émirats faisaient cela. Imaginez si la Jordanie le faisait, ou si l'Égypte le faisait, ou s'ils le faisaient collectivement. Si même l'un d'eux le faisait, cela entraînerait un changement énorme. Comment peut-on s'attendre à ce que des pays africains, latino-américains ou asiatiques rompent leurs liens avec le régime israélien ou imposent des sanctions, alors qu'il existe des vols directs d'Istanbul à Tel Aviv, que le pétrole circule de Bakou vers la Méditerranée, puis de là vers la Palestine? Lorsque les pays du monde entier constatent que les pays de la région continuent de faire des affaires comme si de rien n'était avec le régime israélien, ils perdent toute incitation à agir. Ainsi, ces régimes ne trahissent pas seulement la cause palestinienne, ils empêchent également d'autres de prendre des mesures pour défendre le peuple palestinien. Oui, c'est très bien dit. Il donne un très mauvais exemple. Et très souvent, dans les cercles conservateurs de droite, en particulier aux États-Unis, ils sont très prompts à souligner ce que l'Égypte a fait, ce que la Jordanie a fait, ou ce que l'Arabie saoudite a fait, comme s'ils étaient les principaux défenseurs de la cause palestinienne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, et on ne peut pas supposer qu'ils parlent au nom des Palestiniens. Mais ils prétendent tout de même représenter beaucoup, et dans leurs discussions, ils cherchent encore des moyens de désarmer les Palestiniens. Ils parlent encore de façon de désarmer le Hezbollah. Et Washington reprend cela, et en fait le cœur des discussions et des politiques, ce qui au final n'aboutit à rien. Et Israël continue de commettre son génocide et ses atrocités dans la région. Je voulais changer un peu de sujet et parler de l'Iran et de Tucker Carlson. J'étais curieux de connaître votre impression de l'entretien avec le président Raisi. Cela a été controversé en Iran. Certaines personnes estiment qu'il n'a pas été assez affirmé et qu'il a fait preuve de trop de souplesse lorsqu'il s'agissait d'évoquer la manière de traiter avec l'Occident et les États-Unis. Et je pense que ces critiques sont fondées. Certains disent que c'était une interview catastrophique. Beaucoup en Iran disent que c'était une interview catastrophique. Je ne le vois pas de cette façon.
Je pense que le président s'adressait à un public américain, un public généralement favorable à Tucker Carlson. Donc il s'agit de nombreux partisans de Trump, ou du moins avant Epstein et les récents propos de Trump, ils étaient probablement presque tous des partisans de Trump, mais il s'agissait tout de même de gens du mouvement MAGA, de personnes conservatrices pour la plupart, cette partie de la société américaine qui s'est rarement intéressée à l'Iran, ou qui a rarement eu l'occasion d'entendre les Iraniens. Beaucoup d'entre eux, je suppose, sont des téléspectateurs de Fox News. Donc je pense que lorsqu'il s'adressait à Tucker Carlson, il tenait compte d'un public américain de ce type. Par exemple, si je devais intervenir dans une émission comme celle de Tucker Carlson, j'essaierais de présenter mes propos de manière à ce qu'ils soient plus accessibles aux Américains ordinaires qui n'ont jamais entendu ces critiques auparavant. J'essaierais de les formuler de façon à ce qu'ils puissent les comprendre sans se sentir profondément offensés, sans éteindre la télévision, changer de chaîne ou arrêter la vidéo. Je pense que c'est probablement ce qu'il avait en tête. Et donc je pense qu'en général, c'était une bonne interview. Elle aurait pu être bien meilleure. Et certaines des critiques, à mon avis, étaient justifiées et pourraient prêter à confusion. Elles pourraient donner l'impression chez certains membres de l'élite américaine que le président est faible ou qu'il est prêt à faire des concessions aux États-Unis. Je pense que c'est vrai. Il y a une possibilité que ça arrive. Mais je pense pas que c'était son intention. Il est quoi c'est essentiel de son orchestre de bromance du film américain. Speak to an American audience, but personally, Personnellement, vous savez, chaque fois que je fais des interviews, même comme maintenant, à l'instant, je ne suis pas satisfait de moi-même. Tout à l'heure, quand j'essayais d'expliquer à propos de Tucker Carlson et que je n'arrivais pas à trouver les mots, c'était à propos du fait que les téléspectateurs arrêtaient soudainement de regarder l'interview. Vous avez un président qui s'exprime, qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience avec les médias internationaux, et il parle d'une guerre qui venait tout juste de se terminer. Il ne faut pas avoir de grandes attentes. Donc dans l'ensemble, je pense que je lui donnerai un bon point. Mais ceux qui critiquent sévèrement son interview, je comprends leur point de vue. Oui, j'ai regardé l'interview avec certains de mes camarades en Inde et nous avons trouvé que c'était une bonne interview. Plus tard, nous avons entendu certaines des critiques, la principale étant qu'il n'avait pas été assez affirmé. Nous avons aussi pensé que les questions n'étaient pas toutes de très grande qualité, car elles s'adressaient en partie au public conservateur de Tucker Carlson, ou, vous savez, à ce qu'on appelle parfois le public MAGA, les questions sur les cellules dormantes, etc. Je veux dire, ce ne sont fondamentalement pas des questions sérieuses à poser à un chef d'État. Mais compte tenu de cela, je pense que la réponse était correcte. Du moins pour un tiers, pour quelqu'un qui regarde cela depuis l'Inde, nous avons trouvé que le président avait parlé du droit international, des sujets qui comptent aussi pour des gens au-delà des États-Unis. Je voulais juste rapidement vous poser une question avant que vous ne posiez votre prochaine question. J'aimerais soulever un point ici qui n'est pas entièrement lié à la question, mais qui concerne le problème des cellules dormantes. Et c'est quelque chose, à mon avis, dont les gens devraient prendre note. J'ai vu un extrait qu'on m'a envoyé de CNN où ils discutaient de ces cellules dormantes. Et cela montre qu'aux États-Unis, il n'y a pas de différence entre les libéraux et les conservateurs. CNN essayait de diaboliser l'Iran, d'instiller la peur chez les Américains, afin de justifier la guerre, de justifier l'agression, de justifier les massacres et les tueries de masse par le régime israélien et Trump. Donc, même si CNN déteste Trump quand il s'agit du sionisme et des néoconservateurs,
CNN n'est pas différent de Fox News. CNN is no different from Fox News. They're the same. Fox News may Ils sont pareils. Fox News est peut-être plus grossier et CNN un peu plus sophistiqué dans sa manière de faire, mais au fond c'est la même chose. Ainsi, CNN parlait de cellules dormantes iraniennes, diabolisant en fait la communauté irano-américaine aux États-Unis. C'est comme si on disait qu'il y a des cellules dormantes indiennes. Les gens à travers les États-Unis commenceraient à regarder les Indiens de leur quartier avec suspicion, n'est-ce pas? Donc ils sacrifient les Irano-Américains, leur sécurité, leur bien-être et leur statut au sein de leur communauté, afin de justifier la mort et la destruction. Voilà CNN. C'est similaire à la question que tu as soulevée plus tôt à propos des différences entre les États-Unis et les Israéliens. Il ne faut pas accorder trop d'importance à ces différences, qu'elles existent ou non. Qu'il y ait ou non des divergences entre la Maison-Blanche et Netanyahou n'aura pas un impact majeur. Qu'il y ait des différences entre les républicains et les démocrates, cela n'aura pas beaucoup d'effet non plus. Il s'agit d'un empire. Et le régime israélien est plus cher à cet empire que la Grande-Bretagne, les Européens, l'OTAN ou n'importe quel autre pays dans le monde, pour toute une série de raisons que vous et moi pourrions détailler en profondeur. Et je pense que beaucoup de vos téléspectateurs connaissent déjà mieux que moi les raisons de cette obsession pour l'ethno-suprémacisme, le racisme et le nettoyage ethnique. Et je pense qu'une partie de cela s'explique mieux maintenant que l'affaire Epstein est révélée et que de nouveaux faits émergent. Je crois qu'une partie de tout cela devient un peu plus claire quant à la raison de cette obsession et de ce soutien fanatique à ce régime monstrueux. Je suis vraiment content que vous ayez soulevé ce point, car je pense que c'est permettre une plus grande diversité au sein, disons, du centre impérial, fait aussi partie de cette volonté de donner l'impression qu'il existe une diversité de voix, d'opinions, et ainsi de suite. Et cela arrive tout le temps. Je me souviens d'avoir assisté à une conférence où l'on discutait de Bombay colonial, et toutes sortes de différences entre les Tories et les Whigs sur une période de 100 ans ont été examinées en détail afin de montrer comment ces divergences de pensée avaient conduit à des politiques différentes à Bombay. Mais pendant toute la discussion, la question de l'impérialisme a été complètement laissée de côté. Elle n'a donc pas été abordée. Et je pensais, en tant que personne originaire d'Inde, qu'il n'y a pas d'empire dans cette discussion. Il s'agissait surtout de la diversité des Tories et des Whigs, et des différences de politique qui ont conduit à des approches différentes à Bombay au XVIIe et XVIIIe siècle. Et comme tu l'as dit, je suivais le New York Times et le Washington Post quotidiennement, peut-être même heure par heure, pendant ces 12 jours. Ils étaient les principaux promoteurs de cette idée, selon laquelle l'Iran n'est pas une nation, mais un régime, le principal architecte de la terreur dans la région, sans expliquer ce que cela signifie. Je veux dire, cela brouille complètement la distinction entre les mouvements de libération nationale et les mouvements djihadistes. Ils ne diraient à personne que la terreur en Irak à laquelle ils font référence est menée à la demande de l'Iran. Ce n'est pas le cas. En réalité, les forces de Muqtada al-Sadr étaient en grande partie très indépendantes. Bien sûr, en tant que religieux chiites, il entretenait une relation étroite avec l'Iran, mais il s'agissait de nationalistes irakiens, et ils en étaient fiers, ce qui faisait partie de l'insurrection contre les forces d'occupation en Irak. Quant à l'affaire de 1983, d'après tout ce que j'ai pu lire, il s'agissait, disons, de militants chiites, proto-Hezbollah, attaquant les forces d'occupation américaines, et cela avait très peu à voir avec l'Iran. Il est probable qu'il y ait eu un certain lien,
mais c'est pas le point central. Very little to do with Iran. Probably they might have some link, but that's not the central point. Le fait est que les Américains partent du principe que leur occupation du Liban, ou celle des Européens, ou du régime israélien, est d'une certaine manière légitime, et que lorsque des personnes à l'intérieur du Liban résistent et essayent de les expulser, eh bien c'est exactement ce que les Américains disent s'être produit en 1766, lors de la révolte des colonies américaines contre les Britanniques et la création des États-Unis. Ils combattaient ce qu'ils considéraient comme une occupation, même si le lien des Américains avec les Britanniques était étroit, qu'ils étaient proches les uns des autres et qu'ils se sont progressivement séparés. Je veux dire, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis se sont dirigés vers l'indépendance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas du Liban, c'est le régime israélien qui a occupé le pays. Puis les Américains et les Européens sont venus et l'ont en quelque sorte occupé aussi. Donc, il est évident qu'il y aura une résistance. Dans le cas de l'Irak, ce sont les États-Unis qui ont renversé le gouvernement et occupé le pays. S'attendre à ce que personne ne résiste à leur occupation est insensé. Que les Iraniens aient soutenu la résistance ou qu'ils aient soutenu une faction ou une autre, la question est que l'Irak n'appartient pas aux États-Unis. Vous savez, ce que les États-Unis et l'Occident aiment attribuer à l'Iran, c'est... Ils essayent toujours de dire que ces groupes extrémistes, ces groupes radicaux qui détestent l'Occident, sont ceux que l'Iran soutient. Mais en réalité, les extrémistes sont toujours soutenus par l'Occident. Daesh, Al-Qaïda. En Afghanistan, lorsque les talibans ont pris le pouvoir, alors les talibans sont un peu différents, mais à l'époque, ils perpétraient des massacres à travers l'Afghanistan. L'Occident les soutenait. Même l'Alliance du Nord était assez extrémiste. Je veux dire, ils n'étaient pas moins extrémistes que les talibans. À certains égards, sur le plan culturel peut-être. Oui, il y a des différences. Mais en ce qui concerne le fait de tuer des gens, mais le fait est que la violence la plus extrême que nous avons vue, lorsque les talibans ont pris Mazar-i-Sharif et ont commencé à massacrer les Hazaras, et qu'ils sont entrés dans le consulat iranien pour tuer les diplomates iraniens, cela a été soutenu par les États-Unis. Ou dans le cas de la Syrie, Al-Qaïda, Daesh, Jaish al-Islam et tous ces groupes terroristes takfiris, ils sont soutenus par les États-Unis. Il en a été de même en Libye et ailleurs. Ce n'est pas seulement dans ce cas-là, en Amérique latine, on voit que les États-Unis soutenaient les Contras contre les sandinistes. Ils ont toujours soutenu ces groupes fascisants, les groupes extrémistes, face à d'autres groupes qui, quelle que soit la façon dont on les définit, étaient loin d'être aussi extrêmes. Ou, dans le cas de l'Ukraine, ils ont porté des néo-nazis au pouvoir, des extrémistes au pouvoir. Ils les ont soutenus et continuent de les soutenir. C'est la tradition de l'Occident lorsqu'il cherche à déstabiliser d'autres pays. Il porte au pouvoir les personnes les plus impitoyables ou utilise comme instrument les personnes les plus impitoyables, car ce sont les meilleurs outils pour affaiblir les adversaires américains et occidentaux, ou ceux qui s'opposent aux politiques occidentales, ou ceux qui souhaitent être indépendants de l'Occident. Je voudrais conclure, professeur Marandi, en abordant la question de la Palestine, car il semble qu'il n'y ait rien qui arrête le génocide. Le ministère de la Santé de Gaza a comptabilisé 59 000 morts, mais la plupart des analystes estiment que ce chiffre est sous-évalué, car de nombreux corps restent ensevelis sous les décombres. On pense qu'au moins 10 000 personnes se trouvent sous les gravats, mais c'est aussi une estimation très inférieure à la réalité.
2000 familles ont été complètement anéanties et 5600 familles n'ont plus qu'un seul membre vivant à Gaza. Une enquête de Haaretz révèle que 164 000 bâtiments ont été détruits, soit plus de 70% du parc immobilier. Et pendant que nous parlons, des centaines de personnes sont tuées chaque jour, dont plusieurs dizaines sur ces sites d'aide douteux, qui, d'un côté, créent des pièges humanitaires, et de l'autre, tuent des gens en les attirant de la nourriture. Et effectivement, selon moi, les Gazaouis sont désormais réduits à 3 enclaves. Les camps de réfugiés dans la zone centrale, la ville de Gaza et toute la région de Rafah au sud a été évacuée pour pousser la population vers la côte de Mawassi sur le littoral de Gaza. Que pensez-vous de la possibilité que cela prenne fin? Le New York Times, bien sûr, a finalement publié à contre-cœur, après des années, une tribune d'Omar Badar qui affirme « Je peux voir un génocide ». Ils ont toujours refusé de qualifier cela de génocide. Ils parlaient de guerre, de violence et utilisaient toutes sortes de termes neutres. Mais enfin, ils ont utilisé le mot génocide, pas dans leur éditorial, mais dans une tribune. Que pensez-vous de la direction que prend cette situation? What are your thoughts about where this is heading towards? I think that the longer this lasts, Je pense que plus cela dure, plus le régime israélien s'affaiblit, car il est de plus en plus méprisé à travers le monde. Et cette haine s'enracine davantage. Donc, si le régime avait mis fin à ce génocide après quelques mois, il aurait probablement gagné, parce qu'il aurait pu utiliser les mensonges concernant les viols présumés et les décapitations du 7 octobre, dont nous savons tous qu'ils ne sont pas vrais. Il n'y a aucune preuve de cela. Mais les gens les auraient crus. Beaucoup de gens les auraient crus. Les médias occidentaux les auraient répétés. Et ils auraient pu dire qu'ils avaient vaincu le Hamas, qu'ils les avaient punis. Ils auraient tué, vous savez, 10 000, 20 000, 30 000 personnes, et cela aurait été terminé. Il y a des estimations en ce moment, alors que nous parlons, qui disent en gros que 400 000 personnes sont mortes. Il y a différentes estimations, mais j'en ai vu une qui est sortie il y a quelques mois et qui disait qu'on approchait les 400 000. Donc ce serait à peu près 400 000 maintenant. Je pense donc que ça va bien sûr continuer aussi longtemps que... Est-ce que c'est celui qui a finalement été publié dans l'une de ces archives ou portails de Harvard? Oui, je crois qu'il venait d'un institut de recherche israélien, mais il a fini par être intégré au portail de Harvard. C'est exact. Et puis il y a eu le rapport du Lancet, qui est peut-être sorti il y a 1 an, et qui mentionnait 176. C'est exact. Je pense donc que le modèle utilisé par le rapport du Lancet n'est probablement pas très différent de celui auquel vous faisiez allusion, qui était lié à Harvard et à certains éléments au sein même d'Israël. Mais le fait est que je crois que ce génocide va se poursuivre pour l'instant. Tant que Netanyahou sera au pouvoir, cette région ne connaîtra pas la paix. Cela ne veut pas dire que si on le remplace, le régime israélien sera différent. Mais Netanyahou, en ce moment, poursuit ses propres intérêts. Il ne défend même pas les intérêts du régime israélien ou du sionisme. Il doit rester au pouvoir pour éviter la prison, et pour cela, il doit maintenir sa coalition en vie. C'est en partie pour cette raison que nous assistons aux événements en Syrie. Vous savez, son procès a de nouveau été ajourné à cause de l'escalade en Syrie. C'est donc un autre signe qu'il a besoin de la guerre, de la mort et de la destruction pour rester au pouvoir. Je pense que cela va continuer, mais je ne crois pas que le régime israélien réussira à Gaza. Nous voyons déjà comment la résistance s'est renforcée. En fait, pendant les 2 ou 12 jours de guerre avec l'Iran, puisque le régime était concentré sur l'Iran, la résistance
Hamas, le djihad islamique et les autres ont pu renforcer leur position et se préparer à de nouvelles offensives. Et depuis cette période, nous avons constaté un nombre croissant de soldats israéliens tués et un nombre croissant de chars et d'autres véhicules détruits par la résistance. Donc la résistance va continuer. Le régime continuera d'être de plus en plus méprisé. Et même si je n'ai absolument aucune confiance dans le New York Times, ils sont aussi complices que n'importe qui d'autre puisqu'ils participent à ce génocide. Les médias occidentaux dans leur ensemble sont complices de ce génocide, que ce soit le Guardian, le New York Times, le Times ou Fox News. Cela ne fait aucune différence. Ils font tous partie de ce génocide. Mais le problème, c'est que la société s'est tellement retournée contre le régime israélien que pour que ces médias restent pertinents d'une manière ou d'une autre, ils doivent au moins, dans une certaine mesure, reconnaître ce qui se passe afin de pouvoir maintenir leur contrôle sur le récit. Ce n'est pas parce qu'ils se soucient des Palestiniens. Le génocide dure depuis presque 2 ans maintenant, et le New York Times n'a pas été aveugle à la réalité en Palestine. Mais c'est un signe de l'évolution de la société et du monde. Le fait que le New York Times publie cela montre à quel point la situation est grave pour le New York Times. Cela montre à quel point la situation est grave pour les élites à Washington. Cela montre à quel point la situation est grave pour les élites à travers l'Europe et à quel point ils craignent que leur position sur la Palestine et l'Holocauste à Gaza n'influence la façon dont leur propre peuple les perçoit. Oui, et je pense que la primaire démocrate de Zohran Mamdani reflète également ce type de changement dans l'opinion publique. Parce que bien sûr, une partie du projet de Mamdani portait sur une politique économique plus à gauche, vous savez, mais une autre partie de sa politique consistait aussi à placer la question palestinienne au centre. Et le fait que New York soit une grande ville peuplée de nombreux juifs reflète effectivement quelque chose de ce changement d'opinion publique auquel vous faites référence, professeur Marandi. Merci beaucoup pour votre temps. Nous allons nous arrêter là. Prenez soin de vous. C'est toujours un plaisir de vous parler. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. It's always a pleasure speaking with you. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Forget to hit the subscribe button.